Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Remplir ma déclaration d'impôt sur Internet, payer mon amende de stationnement avec mon téléphone, tout ça peut paraître plus simple, oui, mais pas pour tout le monde. Des démarches administratives de plus en plus numérisées, ça s'appelle la dématérialisation. Certains la dénoncent, elle créerait une véritable fracture numérique dans la population. Alors on va en débattre ce soir avec mes invités. Marie Lacoste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires. C'est vous qui nous avez soufflé l'idée de cette émission autour de cette dématérialisation qui vous préoccupe. Pourquoi ? Parce qu'elle touche un nombre considérable de personnes. Dans notre pays, on considère qu'autour de 20% de la population n'est pas à l'aise du tout avec le numérique. Donc ce n'est pas anodin. Et évidemment, dans cette partie de la population, il y a les plus fragiles, ceux qui auraient le plus besoin d'aide, et la fermeture des services publics qui va avec ce phénomène de dématérialisation fait qu'ils se retrouvent encore plus isolés. Également avec nous Jean-Pierre Salers, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez GERS Numérique, c'est un syndicat mixte qui travaille notamment à l'accès au numérique pour tous, tant sur l'équipement, j'allais dire, que sur les pratiques. Alors, simplification ou stigmatisation pour certains que cette numérisation des démarches administratives, selon vous ? Je crois que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a une simplification évidente pour celui qui maîtrise parfaitement la chose. Celui qui ne la maîtrise pas, comme ça vient d'être dit, ça peut être très compliqué. Pauline Gadea, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour Bibliothèques sans frontières. Alors votre association aide notamment les personnes en délicatesse avec Internet ou le numérique. Alors justement, qui est votre public ? Alors, Bibliothèques sans frontières, en fait, c'est une association qui travaille pour l'accès à la connaissance et à l'éducation au sens large pour les personnes les plus vulnérables. Et moi, je travaille effectivement spécifiquement dans un pôle numérique parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même une grande part de l'accès à la connaissance et à l'éducation, mais aussi aux échanges, aux droits aussi, notamment via l'administratif. Et donc c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on travaille en direction des personnes les plus vulnérables, qui sont du coup effectivement beaucoup de monde, comme l'a dit Marie tout à l'heure. Donc ça peut être les personnes âgées, ça peut être aussi les jeunes, ça peut être beaucoup de types différents de populations finalement. Ça touche toutes les classes sociales ou plutôt les plus défavorisées, Marie Lacoste ? Alors, ça touche gravement les classes sociales parce que, enfin, les classes sociales les plus fragiles, oui, parce que ce sont celles qui vont faire le plus appel au service public finalement. Mais si on est tout à fait honnête, tout le monde peut à un moment être freiné sur une démarche. J'en veux pour preuve le nombre de personnes qui m'ont raconté je voulais faire ma carte grise pour ma voiture, ça a été une galère totale sur l'Agence nationale des titres sécurisés, le fameux ANTS. Il cherche toujours la sienne, hein, Régis Guillon, sa carte grise. Et c'est pas une blague. Je le crois. Oui, c'est vrai. Donc je veux dire, ça touche tout le monde, mais ça a un impact particulièrement lourd pour les plus fragiles. Zone rurale, zone blanche parfois aussi, hein. Là aussi, ça peut, alors de moins en moins, vous allez me dire, mais ça peut créer une fracture, là aussi. Ça peut créer une fracture, c'est d'ailleurs le but du syndicat GERS Numérique, c'est-à-dire c'est d'arriver à avoir sur tout le territoire du GERS, puisque ça, on parle du GERS là, un accès à haut débit pour tous. Alors ça va être bien entendu avec de la fibre, prioritairement, mais ça peut être aussi par de la téléphonie mobile, etc. Et on a, là je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a énormément de demandes, si vous voulez, de gens qui sont en déshérence avec tous les formulaires administratifs. C'est assez catastrophique, puisque autant on sait très bien que les jeunes, par exemple, oui, justement, se débrouillent très bien avec leur smartphone, voire les plus âgés maintenant aussi. Hein. Mais par contre, dès qu'il faut rentrer dans des processus un peu plus complexes de l'administration, et ben on bute très très vite sur des choses quasi insolubles pour cela. Ça c'est vrai, hein, Pauline Gadea, on a l'impression que finalement ce téléphone il est facile, tiens je vais charger telle ou telle application, mais ça ne marche pas comme ça pour tout le monde. Hein. Et non. En fait on voit qu'il y a beaucoup de gens, alors nous, on organise par exemple des cafés numériques. Donc l'initiative qu'on a autour de Toulouse, c'est dans 4 petites villes différentes autour de Toulouse, où en fait on est en partenariat avec la Fondation Française des Jeux et Capgemini, l'entreprise dont les salariés vont en fait faire de l'aidance numérique
dans 4 cafés autour de Toulouse jusqu'à fin juin. Et l'idée, c'est d'ouvrir un peu, de faire ça dans un cadre convivial au café, un peu hors cadre institutionnel, pour que justement les besoins soient un peu plus naturellement exprimés, que les personnes n'hésitent pas à venir dire « Tiens, ok, il y a des ateliers numériques, ah, moi j'ai un problème pour ça ». Et on se rend compte que les besoins, ils sont vraiment... ils vont de j'ai besoin d'envoyer une photo, très divers et nombreux, mais il y a beaucoup effectivement de demandes qui tournent autour de l'administratif, ne serait-ce que pour la connexion, le simple accès en fait au service, mais aussi du coup par extension le calcul des droits, etc. Mais parfois c'est simplement vraiment l'accès au service administratif lui-même qui pose souci. Alors on va les voir justement. On va aller voir comment votre association travaille auprès de ce public plus ou moins en difficulté face au numérique. On poursuit notre débat juste après. C'est un reportage qu'avaient réalisé Pauline Coiffard et Jean-Pierre Duns. Qu'est-ce que c'est la différence entre les points JPEG, les points PDF, les points ceci, comment transformer de l'un à l'autre et comment savoir quels sont les bons, quels sont les pas bons? C'est la deuxième fois qu'Alice se rend au café du numérique. À 65 ans, cette ancienne hôtesse de l'air rencontre des difficultés dans ses démarches administratives sur le net. Elle entend combler ses lacunes dans ses ateliers. Je viens parce que justement, ça me permettra d'avancer un peu et résoudre des choses que je n'arrive pas à faire, quoi. Ou que je tatouille tellement, je perds mon document, je dois téléphoner à mes enfants, donc c'est pas possible. Lancés en novembre 2021, ces ateliers gratuits sont organisés 2 fois par mois à Brax. Bibliothèques sans frontières est à l'origine du projet, en association avec l'entreprise Capgemini et la Fédération française des jeux. Objectif, lutter contre la fracture numérique dans la région toulousaine. On ne se rend pas compte, mais 40% de la population, notamment les jeunes, sont en difficulté numérique. Et donc c'est pour ça que du coup on a voulu faire ce projet. On a aussi des personnes retraitées, des personnes indépendantes qui ont des lacunes, par exemple les logiciels Word, Excel, donc on les forme pour que derrière ils puissent retrouver un travail. En tout, 50 professionnels du numérique sont mobilisés pour animer ces ateliers. Ils proposent divers modules en fonction du besoin des participants. L'administration, est-ce qu'elle est compréhensive ou pas face à ces gens qui hésitent, Marie Lacoste? Alors moi j'ai envie de dire l'administration elle est fermée. Surtout. Donc on ne saura jamais si elle est compréhensive. En fait, cette dématérialisation, elle est concomitante avec un phénomène de fermeture des guichets qui fait que les gens se retrouvent quand même très seuls face à Internet. D'où la nécessité de se retourner vers des associations, quelles qu'elles soient, et donc d'aller vers ces lieux pour se faire aider. Moi, je tiens à dire que ça génère une défiance du public vis-à-vis de l'administration qui est très grave. Notre service public, c'est une fierté, et là, il en prend sérieusement un coup. Bien. Je veux dire aussi que ça implique que les associations, elles font un travail colossal à la place de ceux qui étaient dans ces services publics avant, et que ça leur repose sur le dos, et que pour l'instant, rien n'est organisé, c'est pas géré, c'est pas financé. Donc il y a un vrai problème de cassure aussi de relations avec le service public. Et ça, c'est grave. Et je voudrais juste dire qu'il y a du coup un appel qui a été lancé par 300 organisations nationales pour un service public humain et accessible à ses usagers. C'est un appel qui est lancé maintenant parce que c'est l'élection présidentielle, parce qu'après, il y a les législatives. Donc, il faut que les politiques s'emparent de cette question. Et les collectivités locales font aussi le boulot à la place de l'État dans c'est ça, c'est exactement ça. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le choix politique du département du Gers avec la construction, bien sûr, du syndicat mixte Gers numérique, mais aussi ensuite le choix politique de Gers numérique lui-même de répondre à l'appel à projet de l'État qui nous a proposé des conseillers numériques payés par l'État pendant 2 ans. Nous, on a décidé d'adhérer à ce projet-là, et bien nous en a pris. Oui, vous déplacez avec des minibus, voilà, c'est ça. Et sur on des va, lieux publics, les parcours de supermarchés. Tout ce que j'ai entendu, c'est ce que nous faisons nous aussi, pas dans un cadre associatif, mais dans un cadre de collectivité territoriale. Et ces maisons France Service qu'on nous avait vendues. Nous allons dans les maisons France Service. Ah oui, donc c'est vous qui allez en fait. On y va. Eux, ils ont mis les murs et les. On ne va pas que là. Oui. On ne va pas que là, parce que les maisons dans le Gers, il y a 22 maisons France Service. C'est à la fois, ça peut paraître beaucoup, mais effectivement par rapport au maillage qu'il y avait précédemment, c'est très peu. Et ensuite, les maisons France Service, vous savez, les gens qui viennent là, qui sont dans des situations personnelles très difficiles,
malgré tout, c'est difficile pour eux d'aller là. Alors nous avons choisi plutôt d'aller vers eux plutôt que ce soit eux qui doivent aller dans la maison France Service. Et ça marche très bien. Alors, on fait en miniature tout ce que vous faites, c'est-à-dire des cafés, des machins comme ça. On fait ça aussi. Et ce n'est pas dans le cadre associatif, c'est dans le cadre de la collectivité départementale et du syndicat que nous le faisons. Mais les maisons France Service, elles sont en milieu rural, pas en zone urbaine. Donc en zone urbaine, c'est les assos qui doivent prendre le relais, sans forcément les financements qui vont avec. Les personnes qui viennent vous voir, Pauline Gadea, ils vous disent, moi je ne sais plus à qui m'adresser, parfois. Alors, ça dépend. C'est vraiment une diversité de situations, même si nous, on a quand même pas mal de personnes âgées. Bon, ça tient aussi à l'horaire des ateliers. C'est la plupart sont l'après-midi et plutôt en semaine et au lieu. Ensuite, c'est plutôt des gens qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller s'adresser à vraiment un service social pour les aider, soit parce qu'ils osent pas, voilà, qui sont hors service ou qui savent même pas que potentiellement ils peuvent avoir de l'aide et qui se trouvent effectivement face plutôt à des murs numériques et qui cherchent un contact humain. Et en fait, à partir du moment où nous, c'est vraiment ça qui ressort de ce qu'on entend de très positif à la fois de la part des aidants et de la part des bénéficiaires, c'est vraiment, on est très content d'avoir quelqu'un qui nous explique et qui nous accompagne. Est-ce qu'il y a une méfiance aussi du genre, est-ce que tout ça est sécurisé, Oui. Alors on fait, en fait, on a divers thèmes d'ateliers prévus, divers sujets de discussion possibles, et l'idée c'est de parler des usages aussi pour que les personnes se sentent en confiance, parce qu'on veut pas non plus. Il y a des personnes qui au contraire diabolisent un peu le numérique et du coup se coupent l'accès à leurs droits et à d'autres types d'échanges. Et l'idée, c'est aussi à la fois d'informer sur les dangers, d'essayer de voir qu'est-ce qui est dangereux ou pas, et aussi, quand même, malgré tout, de favoriser l'usage en dédiabolisant, en discutant et en expliquant comment est-ce qu'on peut être en sécurité. Donc il y a plusieurs vraiment profils, mais la plupart, c'est vraiment l'idée qu'ils ne seraient pas allés faire la démarche peut-être auprès d'une institution. Cette question, oui, de la sûreté, entre guillemets, de la démarche administrative, ça peut poser problème aussi ou pas? Elle se pose évidemment pour les gens en fragilité qui n'ont pas forcément le niveau de compétence par ailleurs pour savoir si le message qu'ils reçoivent est frauduleux, etc. Ils ne savent pas forcément se défendre, donc ils n'ont pas les réflexes. C'est la raison pour laquelle la défenseur des droits, qui est quand même une autorité, une référence, ça fait plusieurs années qu'elle dit il faut vraiment faire quelque chose pour la question de cette dématérialisation et les conséquences qu'elle a sur le public fragile. Et ce qui est seriné systématiquement, c'est à côté des sites dématérialisés, il faut un accueil physique. C'est impératif, c'est très important. On est tous d'accord avec ça. C'est très important. Ce qu'on a perdu le plus avec cette dématérialisation, de façon générale, c'est ce manque de proximité avec une personne, peu importe sa compétence même à la personne en question. Bien sûr, il faut qu'il y ait un contact humain, quoi. Voilà, le contact humain, et c'est heureux. Bien sûr. Je veux dire que c'est heureux. Et on n'a pas parlé des étrangers qui, au problème du numérique, surajoutent le problème de la langue. Oui, mais ils sont nombreux, les étrangers. Donc voilà, c'est tous ces publics-là qui vont connaître des difficultés et qui se rabattent du coup vers nos associations. Merci à vous d'ores et déjà, dans un premier temps, de nous avoir éclairés. Je renvoie vers ce lien qui va s'afficher pour vos cafés numériques, Pauline Gadea. Et puis, évidemment, on va essayer, nous aussi, de vous guider au mieux dans cette dématérialisation. Mais pour l'instant, il est 18h53. Et vous le savez, comme tous les soirs sur votre chaîne régionale, c'est le moment de vos JT de proximité. Allez, faire vos démarches administratives par web, ça vous fait peur ou vous êtes un peu largué, ou au contraire, ça vous simplifie la vie. On continue à en débattre. Régis Guillon, bonsoir. Bonsoir. Alors, indispensable donc d'être formé au numérique, on l'a vu, d'autant que cette dématérialisation attire aussi les arnaqueurs. Oui, Patrick, et les exemples sont nombreux. En voici deux, à commencer par l'arnaque au PV, car comme vous le savez, bien plus besoin d'aller acheter son timbre fiscal chez le buraliste pour payer sa prune. Le paiement est désormais dématérialisé et du coup, des escrocs en profitent en adressant à leurs victimes un courriel ou un SMS les invitant à régler une fausse amende de stationnement en payant sur un site frauduleux.
Petite astuce au passage, pour payer votre amende facilement et en toute sécurité, eh bien vous pouvez télécharger gratuitement l'application amende.gouv, amende.gouv. Et deuxième exemple, eh bien de nombreux internautes ont reçu par mail un message qui semblait officiel. C'était récent, les accusant de pédophilie avec à la clé plusieurs milliers d'euros d'amende à régler. Une arnaque encore, car en aucun cas une enquête de police ne peut déboucher sur la divulgation de preuves compromettantes à votre encontre parce qu'il y a la présomption d'innocence. Mais il y a des moyens de se protéger aussi quand même, Régis. Oui, bien sûr. La première chose qui saute aux yeux dans les messages à caractère frauduleux, c'est l'orthographe avec des coquilles ou des fautes de frappe. De quoi vous mettre la puce à l'oreille. À vérifier aussi l'adresse de votre interlocuteur dont la terminaison est souvent farfelue comme Outmail ou comme Outlook ou Gmail. C'est moi qui suis farfelu. Oui, vous inventez des adresses vous aussi, Régis. Vous pouvez signaler un message au contenu illicite ou suspect sur le site Pharos. Ça, c'est très sérieux. Sur le site Pharos, créé par le ministère de l'Intérieur en 2009, 50 000 signalements au début de la plateforme et 200 000 par an maintenant. La dématérialisation, on en parle sur Internet, progresse certes, mais attention au piège à clic. Merci Régis. Alors, selon certains chercheurs, cette dématérialisation, elle renvoie la responsabilité sur l'usager et non plus sur l'administration. Est-ce que c'est aussi ce que certains vous font sentir ou pas, Pauline Gadea ? Se dire finalement c'est nous les responsables, maintenant on est obligé de se débrouiller un peu tout seul ? Oui, effectivement, je pense que vous devez ressentir la même chose. Il y a une sensation effectivement d'être un peu livré à soi-même. Voire il y a un peu d'exaspération, voire beaucoup, de la part de certaines personnes qui effectivement se disent, voire certains disent, mais je n'y arrive pas, donc je ne ferai pas. Si jamais il n'y a pas quelqu'un à qui je peux parler, je ne le ferai pas. Ils renoncent. Obliger finalement tout le monde à maîtriser l'outil numérique, c'est légal ça finalement ou pas ? Alors on nous dit c'est le sens de l'histoire. Oui. Moi je pense que ce qui est très important, c'est que cette dématérialisation qui est potentiellement très puissante pour toutes nos vies, c'est une révolution qui est intervenue en quelques années. Il faut vraiment qu'elle soit conçue comme un outil de progrès, un outil d'égalité, un outil d'accès aux droits et surtout pas comme un risque d'exclusion. Donc il faut se poser, réfléchir aux usages. Moi je considère qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, à tout dématérialiser à toute force parce que l'objectif du gouvernement c'est dématérialisation de tous les services publics à fin 2022, donc là on y est. Mais on a mis ça avant de se dire quels moyens concrets on donne à nos citoyens pour y arriver. Et c'est notamment la formation. Il faut former tout le monde. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est aussi votre analyse, Jean-Pierre Salers ? C'est un travail considérable. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte de la tâche qui est devant nous. C'est extraordinaire. Nous, on a... Pour rebondir sur ce qui a été dit là à l'instant, sur les choses qu'on doit faire impérativement par l'informatique, c'est les impôts. Oui, vous allez, il n'y a plus de perception maintenant, de trésorerie, ça n'existe plus. Les impôts, on arrive encore à avoir des gens au téléphone. Oui, d'accord, mais si vous voulez payer vos impôts, on va vous mettre devant un écran. Oui. Et vous allez devoir vous débrouiller avec sûr. cet écran-là. Pour payer. Donc, et si vous ne savez pas faire, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, mais c'est pas si sûr que ça. Non. Est-ce que le risque majeur, c'est pas finalement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que certains usagers deviennent invisibles ? Oui. Ou ne fassent pas valoir leurs droits. Oui. Il y a un risque de ce qu'on appelle le non-recours. C'est-à-dire les gens qui ne vont pas demander une aide à laquelle ils auraient droit parce qu'il y a une démarche dématérialisée à faire, parce qu'il y a une perte de confiance. J'en ai parlé aussi. Il faut se rappeler d'une chose importante. Le mouvement des Gilets jaunes, une de leurs revendications importantes après la question de l'essence, ça a été le service public nous abandonne dans les zones périurbaines et c'est de là que sont nées les maisons France Service. Voilà. Mais les maisons France Service, on en parlait tout à l'heure, c'est très bien, c'est vraiment bien. Mais quelqu'un qui travaille dans une maison France Service, il faut qu'il réponde aux questions de la CAF, de la CPM, de Pôle emploi, des impôts. Il faudrait qu'il sache tout faire. Il ne peut pas savoir tout faire. Donc il ne faut pas fermer tous les services publics. C'est ça qui est très important. Merci à vous trois en tout cas de nous avoir livré vos expériences de terrain auprès des personnes principalement concernées. Je renvoie vers ce lien pour vos cafés numériques, Pauline Gadea, qui s'affiche en bas de votre écran. Demain,